Comment expliquer l'internationalisation de la chaîne de valeur? Commençons par définir les chaînes de valeur mondiales. Une chaîne de valeur mondiale est l'ensemble des activités requises pour amener un produit, depuis sa conception et son design, jusqu'au consommateur final, en passant par la production de ses composants, sa fabrication, son marketing et sa distribution. Ainsi, les entreprises et les pays se spécialisent seulement dans une partie du processus de fabrication. Ils ne produisent donc plus l'intégralité d'un bien. Il va y avoir alors fragmentation ou segmentation de la chaîne de valeur mondiale. Ici, on va séparer les processus de production des biens et services entre plusieurs lieux de production, en particulier entre plusieurs pays. Ainsi, les composants des produits sont fabriqués de manière géographiquement dispersée par les entreprises, puis assemblés dans un pays. Cette fragmentation de la chaîne de valeur peut être simple quand il y a un seul passage de frontière. Elle peut être complexe quand il y a au moins 2 passages de frontière. Cette fragmentation de la chaîne de valeur mondiale s'inscrit dans la décomposition internationale des processus productifs, ou DIPP. Dans ce cas, les firmes transnationales implantent leurs filiales dans les pays en fonction de la capacité de chaque pays à effectuer au moindre coût la pièce ou le sous-ensemble qui lui a été confié. Ainsi, les chaînes de valeur mondiale vont s'inscrire dans la mondialisation. La mondialisation peut être définie par le FMI. C'est l'interdépendance économique croissante de l'ensemble des pays du monde provoquée par l'augmentation du volume et la variété des transactions transfrontières de biens et services, l'augmentation des flux internationaux de capitaux, et enfin, la diffusion accélérée et généralisée de la technologie. La mondialisation va alors avoir plusieurs caractéristiques. D'abord, une augmentation des échanges. Ces échanges sont très diversifiés, des biens et services, des hommes, des capitaux, de la technologie. Ce qui assure la constitution d'un espace économique unifié, où se développe une organisation économique unique, le capitalisme. Cette mondialisation va être portée par des entreprises, que l'on nomme firmes multinationales, transnationales ou globales. Or, il faut faire cette distinction entre ces 3 termes. En effet, plusieurs termes peuvent être utilisés pour définir une entreprise qui a implanté des filiales de production et de distribution dans différents pays. On utilise parfois le terme firme multinationale ou FMN. C'est certes celui qui est retenu le plus fréquemment, mais il est discutable. En effet, il laisse penser qu'une firme a plusieurs nationalités. On utilise aussi parfois le terme firme globale. Ici, c'est pour mettre en évidence que l'entreprise est une structure mondiale en forme de réseau qui va mobiliser et combiner les compétences de toute nationalité en vue de réaliser les objectifs recherchés par la firme. Dans ces conditions, la firme va se servir du pays dont elle est issue en fonction de ses besoins, mais son intérêt n'est pas toujours complémentaire à celui du pays. Ainsi, les délocalisations vont assurer plus de profit pour l'entreprise, mais génèrent du chômage dans le pays dont elle est originaire. On peut aussi utiliser comme terme le terme de firme transnationale. C'est aujourd'hui le terme qui paraît le plus adapté, et l'OCDE va définir une FTN comme une entreprise qui contrôle au moins une entreprise dans un pays étranger. Les moyens de la transnationalisation seront nombreux et ils passent d'abord par la création de filiales. Une société A est dite filiale d'une société B si B possède plus de la moitié des droits de vote de ses actionnaires. En revanche, une société A est dite affiliée à la société B quand B possède moins de 50% des droits de vote, mais peut exercer un pouvoir de décision effectif dans la gestion de la société. Cette création de filiales va passer par des investissements directs à l'étranger. Dans ce cas, pour un IDE, l'investisseur étranger possède 10% ou plus des droits de vote. Ainsi, c'est un investissement à long terme. Il va y avoir une influence sur la gestion de l'entreprise. En revanche, on qualifiera un investissement à l'étranger d'investissement de portefeuille quand l'investisseur étranger possède moins de 10% des droits de vote. Dans ce cas, c'est un investissement spéculatif à court terme. L'objectif est de réaliser une plus-value. Cette fragmentation des chaînes de valeur va alors résulter de la transnationalisation.
En effet, les firmes transnationales vont implanter leurs filiales dans le pays en fonction de la capacité de chaque pays à effectuer au moindre coût le sous-ensemble qui lui a été confié. Ainsi, la production de la filiale atelier va être exportée vers le pays qui réalise l'assemblage. On parle alors de commerce intra-firme. C'est un commerce entre des entreprises d'un même groupe, mais localisées dans des pays différents. Comment fonctionnent les chaînes de valeur mondiale ? Il faut d'abord distinguer externalisation et délocalisation. En effet, dans les chaînes de valeur mondiale, les étapes de production de la conception d'un produit à sa livraison au consommateur final sont effectuées dans des pays différents. Et cela peut passer soit par l'externalisation ou outsourcing, ou bien par la délocalisation ou offshoring. Dans le cas de l'externalisation ou outsourcing, l'entreprise va confier une partie annexe de sa production à des entreprises qui ne sont pas des filiales, qui peuvent être, mais ce n'est pas systématique, implantées à l'étranger. L'objectif est alors d'accroître la rentabilité. En effet, cette rentabilité accrue va être obtenue par plusieurs moyens. En effet, comme l'entreprise se recentre sur ses activités essentielles, la qualité peut être meilleure puisque le sous-traitant est spécialisé. Ensuite, les coûts de production vont aussi être réduits. D'abord, car le sous-traitant spécialisé bénéficie d'économies d'échelle. Ensuite, car très souvent, l'entreprise sous-traitante développe des salaires peu élevés et des avantages sociaux réduits. Autre solution possible, la délocalisation ou offshoring. Elle peut prendre deux formes. La première, c'est l'acquisition par les entreprises de biens et services intermédiaires auprès de fournisseurs étrangers. Ici, c'est une externalisation à l'étranger et on parle alors de commerce interfirme. Deuxième possibilité, c'est le transfert à l'étranger de certaines tâches. Dans ce cas, c'est une internalisation ou un développement de marché interne propre à la FTN. On parle alors de commerce intrafirme. C'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre la délocalisation au sens strict. Dans ce cas, il y a une suppression d'activité dans le pays pour créer des filiales à l'étranger, et la délocalisation au sens large. Dans ce cas, il n'y a pas forcément de fermeture dans le pays d'origine. Ainsi, cette délocalisation au sens large peut être une externalisation internationale. Des activités sont sous-traitées sans jamais avoir été produites sur le territoire national. Ou bien, cela peut être un approvisionnement interne international ou internationalisation. Les activités transférées sont confiées à des filiales étrangères. Quels sont les indicateurs du développement des chaînes de valeur ? Traditionnellement, les statistiques du commerce international sont calculées à partir des exportations et des importations. Or, avec le développement des chaînes de valeur, cette comptabilisation est inadaptée. En effet, elle va comptabiliser plusieurs fois les exportations. Au moment des exportations de produits intermédiaires et ensuite au moment des exportations de produits finis. C'est pour cela que l'indicateur le plus courant pour mesurer l'intensité des chaînes de valeur mondiale est le commerce en valeur ajoutée. On le calcule en faisant la valeur des exportations moins les importations de produits intermédiaires. Quels sont les déterminants du processus de fragmentation des chaînes de valeur ? C'est basé sur une logique d'optimisation. Les entreprises vont avoir intérêt à se tourner vers des sources d'approvisionnement internationales, notamment du fait des progrès technologiques dans les transports, l'information et les communications, et la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce. Cela permet de faciliter la fragmentation de la chaîne de valeur. Autre déterminant dans cette logique d'optimisation, l'idée est de réaliser des gains d'efficacité en hyperspécialisant les entreprises. Ainsi, les entreprises vont pouvoir s'approvisionner auprès de producteurs qui bénéficient d'économies d'échelle. Autre déterminant, obtenir les coûts comparatifs les plus bas. Ainsi, on va pouvoir spécialiser l'entreprise en fonction de leur dotation en facteurs de production. Cela permet, de développer cette logique d'optimisation. Enfin, dernière raison qui assure cette logique d'optimisation, les entreprises vont rechercher un marché accessible et de grande taille. Mais aussi, elles vont aller dans les pays où la politique publique vise à attirer des FTN.
Pour les pays développés, une politique publique qui vise à développer des infrastructures de qualité, des labos de recherche, un système éducatif performant. Pour les pays en voie de développement, une politique publique qui, au contraire, développe une législation sociale et environnementale très limitée. Quelles sont les conséquences du processus de fragmentation des chaînes de valeur? Les FTN attendent des conséquences positives des chaînes de valeur. Premièrement, une baisse des coûts de production. Ensuite, un élargissement de la gamme de produits qui va donc leur permettre de gagner en compétitivité prix et qualité. Autre conséquence positive attendue, c'est la courbe du sourire. C'est-à-dire que les firmes transnationales, en fragmentant de plus en plus leur chaîne de valeur, vont conserver les étapes les plus créatrices de valeur ajoutée et laisser à leurs filiales ou sous-traitants issus des pays en développement les tâches de production qui nécessitent énormément de main-d'œuvre à faible coût. En revanche, cette stratégie peut avoir des limites pour les FTN. Il peut y avoir des défauts ou des retards de production, comme l'a montré l'exemple de Boeing. Ensuite, avec la crise du Covid, on a vu que certains pays plus touchés vont fermer leurs usines ou leurs frontières, ce qui rend difficile pour les entreprises transnationales de développer cette fragmentation des chaînes de valeur. Les PED en attendent aussi des conséquences positives. La première, c'est l'intégration dans l'économie mondiale qui leur permet ensuite de s'enrichir. Mais il y a aussi des limites. En effet, on remarque que depuis 2008, l'expansion des chaînes de valeur mondiales s'est fortement ralentie au détriment des pays en développement. D'abord, car dans les pays riches, on a mis en place des technologies économes en main-d'œuvre qui rend inutile la délocalisation vers des pays en voie de développement. Ensuite, les conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis rendent difficiles les échanges.